Olivier Canté, qui est donc le président de Moustache Bites et également président des alumni de l'ESSEC. On applaudit chaleureusement Olivier. Alors, ce garçon est assez étonnant. Il est né en 1965, il est donc diplômé de l'ESSEC et tu as commencé ta carrière chez Bossard Capgemini, comme le dit M. Pebro, en Espagne. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de cette période, juste avant de mémoire les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone? Exactement, c'était extraordinaire. C'est pour ça que j'ai posé une question pour les Jeux Olympiques, parce que j'ai connu un pays qui se mobilisait, qui se transformait par la puissance des Jeux Olympiques. Bon, il y avait l'euro aussi, il y avait l'entrée dans l'euro qui était mais en tout cas comme quoi un récit à la fois économique mais surtout sportif et culturel pouvait mobiliser un pays qui s'est transformé, sorti du franquisme, s'est projeté en Europe et a eu un succès incroyable pendant toutes ces années-là. Et donc, aujourd'hui l'Espagne qui cartonne économiquement, qui est presque le poumon économique de l'Europe, c'est assez incroyable. Hein. Ah, c'est les mecs qui bossent. Hein. Ah oui. Enfin, je ne sais pas, vous allez peut-être en vacances en Espagne, mais honnêtement... Ouais. C'est des mecs qui bossent. Alors après, si vous demandez aux Espagnols, les Catalans vont vous dire que les Andalous bossent un peu moins que les Basques vont dire qu'ils sont les seuls à travailler. Ouais. Mais c'est un pays aussi intéressant en termes de communauté, de diversité. On parle souvent de la Suisse en termes de multiculturalisme et multilangue et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ben, les Espagnols, ils ont je trouve une culture intéressante de comment est-ce qu'on est à la fois fier de son pays, de son club de foot, et en même temps prêt à travailler tous ensemble. Absolument. Puis avec une diversité, le jambon, le vin, enfin on les aime. Alors, ensuite, pour te punir, tu rentres chez Europe 1. Qu'est-ce que tu faisais dans la radio de nos grands-parents? Ben, en fait, c'est la radio que j'écoutais quand j'étais môme. Et j'étais super bien en Espagne. Et puis je me suis demandé ce que j'allais faire. Et ça a été un peu le coup de passion. De dire c'est incroyable de pouvoir rentrer dans le studio d'émissions qu'on a entendues toute son enfance pendant 20 ans et de rentrer dans cet univers-là. Je pense que l'univers des médias, il y a quelque chose de particulier et la radio encore plus. Ouais. Et alors aujourd'hui, ça commence à renaître de ses cendres, mais ils sont quand même tombés bien bas, Europe 1. C'est depuis ton départ? Non, je pense que c'est vraiment des changements d'habitude qui sont forts, mais je pense que les radios qui résistent, c'est les radios qui sont à l'essence de ce côté un peu intimiste. C'est la voix que vous avez dans votre salle de bain. Donc on est un peu à poil. Et donc il y a une relation forcément. Dépend, oui. On a forcément une relation avec la radio qui est très particulière. Les journalistes radio sont des gens très particuliers aussi. Ils parlent à des millions de personnes en n'ayant personne en face. Et personne ne les connaît. Ils sont deux, trois. Ouais. Donc il y a un côté très intimiste. Voilà, donc je pense que les radios qui s'en sortent, c'est celles qui gardent cette petite flamme personnelle qui vous parle. Olivier, tu prends de la hauteur. Tu arrives chez La Fuma et Millet. Et Millet n'était pas en grande forme quand même à l'époque. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Non, deux dépôts de bilan, 15 directeurs généraux qui changeaient, un modèle qui ne se trouvait pas. Et racheté par un grand groupe, La Fuma, qui faisait à peu près la même chose. Je peux vous faire 3 heures sur la famille La Fuma, la famille Millet, la famille Dédère. Enfin, bon, Joffard, c'était pas Joffard? Exactement, Philippe Joffard, qui était un descendant La Fuma. Et il fallait... j'en parlais à table, moi je m'occupe des patrimoines. J'adore quand il y a un patrimoine comme Millet, qui était le premier sac à dos vraiment de montagne, qui a accompagné Lachenal, Herzog sur le premier 8000 français à l'Annapurna. Et tout ça, il y avait eu des heures incroyables. Et puis le parfum, le vin, c'était un petit peu, était un peu parti et éventé. Et puis il fallait revenir aux sources, revenir et rallumer la flamme. Et c'était pas si difficile parce qu'il y a toujours, pour ces marques patrimoniales, il y a toujours une nostalgie incroyable. Et il faut, et ça c'est le lien avec mon expérience suivante, c'est que c'est des marques qui ont 50-60 ans, mais qui s'adressent d'abord à des jeunes passionnés. Absolument, et puis qui ont une vraie histoire. Donc là, tu vas descendre un peu, là, tu vas marcher sur l'eau, chez Rip Curl et chez Oakley, c'est ça? Exactement. D'abord Rip Curl, je glisse des montagnes vers Rip Curl, qui elle est une marque australienne, qui est née dans les années 70. Le surf, les beatniks, un peu n'importe quoi. Les pétards. Voilà, les filles, le surf, enfin l'espèce de rêve
l'espèce de rêve qu'on vend à des jeunes, parce que quand vous avez 15 ans et qu'on vous dit que vous allez gagner des millions en faisant le tour du monde, en étant toujours sur des plages entourées de Pamela Anderson et d'endroits magnifiques, ben forcément vous faites rêver. Alors après, donc tu vas reprendre. Il y a des commentaires, je pense qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Avec Bridgepoint, une société, c'est ça, dans le sport aussi? Exactement, qui fait du e-commerce, qui s'appelle Private Sport Shop et qui est basée à Montpellier. Et là, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette boîte? Eh ben, elle est le leader en fait européen de la vente flash. C'est un peu l'équivalent de vente privée ou de VP, mais uniquement sur le produit sport. Donc des ventes toutes les semaines. C'est grosso modo une centaine de sites internet qui sont montés toutes les semaines et qui sont arrêtés et qui reprennent. Donc une espèce de machine infernale de digital. Ouais. Alors donc tu as rejoint il y a 3 ans Moustache Bikes. Un mot sur l'origine. Donc ça a été créé en 2011 par 2 passionnés, c'est ça? Par Greg et Manu, 2 passionnés de vélo qui sont dans les Vosges à Épinal et qui ont une vision que personne n'avait à l'époque. C'est que le futur du vélo, c'était un vélo électrique. À l'époque, il y avait 14 000 vélos électriques qui se vendaient chaque année. C'était en général pour des gens qui avaient des problèmes de santé, qui revenaient de maladie ou qui étaient âgés. Donc c'était vraiment le truc que toutes les autres marques de vélos, surtout, ne voulaient pas faire. Disant, mais non, nous, on est pour les athlètes, on est pour les gens qui sont en forme. Ça manque de noblesse, quoi. Ah ouais, non, surtout, il ne faut pas toucher à ça. Alors, dis-nous, le vélo, aujourd'hui, combien le pourcentage de gens qui roulent avec un vélo électrique par rapport à un sans batterie? Alors, il y a plus de la moitié des ventes aujourd'hui de vélos qui sont des vélos électriques. Et on est assez en retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique ou la Hollande, où c'est quasiment 70%, 75% du volume de vélos. Alors, il faut dire que le volume de vélos, il a explosé avec évidemment les vélos urbains. Le vélo quotidien, le vélo taf. Donc, il reste toujours des vélos sportifs, mais c'est une partie qui est stable, mais qui est finalement en pourcentage de l'ensemble qui est beaucoup plus réduite. Et donc, en Belgique, Hollande, vous avez les 3/4 des gens qui achètent des vélos électriques et qui en achètent depuis 2 ou 3 générations. Donc, qui ont un recul, qui ont une expérience, qui sont connaisseurs des vélos électriques beaucoup plus qu'en France. Bon, tes batteries, elles viennent d'où alors ? Alors, nous, on est 100% avec des moteurs Bosch, avec des batteries Bosch, qui sont évidemment assemblées avec des composants qui viennent d'un peu partout et notamment d'Asie. Mais ce qui est quand même intéressant pour que vous appréciez aussi l'enjeu du vélo électrique dans la mobilité douce et bas carbone en général, c'est que pour une des voitures qui est la plus puissante et qui était la plus renommée, à savoir une Tesla, donc avec ce que vous mettez dans une Tesla pour une personne, vous faites 250 vélos électriques. Hey, quand même, ouais. Donc si un jour l'Europe veut être autonome en termes de batterie, on ferait mieux de faire des vélos électriques que de faire des Tesla. Ouais. Combien ils valent tes vélos, Olivier ? Alors les vélos, en fait, valent entre 2000, le premier prix c'est 2000 €, ouais. Jusqu'à 4000, 4500 € pour des vélos urbains. Mais après, il y a des passionnés de VTT qui veulent des engins incroyables et les prix peuvent monter jusqu'à 7, 8, 10 000 €. Ouais. On peut les réaliser, tout est fabriqué dans les Vosges, 100% made in Vosges, avec une qualité, une durabilité. Si vous regardez le prix, la cote un peu du vélo d'occasion, Moustache est clairement un cran au-dessus. C'est un peu quelque part comme dans les voitures. Vous savez qu'une voiture allemande, vous allez l'acheter un peu plus cher, mais vous allez la revendre aussi beaucoup plus cher au bout de 3 ou 5 ans. Le civisme des cyclistes, parce qu'ils sont quand même insupportables. Il y a quand même 95% des cyclistes qui grillent les feux chez les mecs, 90% pareil. Tu leur gueules dessus et puis ils te montrent un truc qui s'appelle ça. Non mais c'est insupportable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec qui est sur un vélo en ville ? Parce qu'il n'y a pas que des gens polis, il y a un paquet d'abrutis quand même. Hein. Ah mais c'est insupportable, quoi, non ? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, à votre avis, est-ce que c'est la question d'un cycliste ou d'un automobiliste ? À votre avis ? En fait, on se rend pas du tout compte, mais la voiture, en fait, est devenue quelque chose d'important parce qu'on a organisé une infrastructure. Je prends juste un exemple. À une époque, il n'y avait que des départementales avec des platanes de tous les côtés. Il y avait plein d'accidents, les gens se hurlaient dessus. Et donc, on s'est dit, on va faire des autoroutes, comme ça, on va en mettre 2 d'un côté, 2 de l'autre. On pourra se dépasser sans être en face du mec qui arrive justement de l'autre côté. C'est exactement le même problème en vélo. En vélo, il va falloir
éduquer les gens, ça c'est évident, parce qu'effectivement, il y a besoin de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est nouveau, c'est très nouveau, mais il va falloir aussi avoir, comme ce qu'il y a d'ailleurs en Belgique, des autoroutes à vélo. Vous avez 2 voies d'un côté, 2 voies de l'autre, et ça se passe très bien, mais comme sur une autoroute. Ouais. Donc là, il faut quand même les organiser, quoi. Il faut les organiser, il faut organiser le parking. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si on aime sa voiture, c'est parce qu'on peut la garer facilement. Moi, j'ai quand même des souvenirs encore où je passais 20 minutes à Paris à essayer de me garer il y a 15 ou 20 ans. Il faut de quoi les garer de façon sûre, parce que le vol, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols. Mais même chose, les voitures, on volait des voitures, on volait des autoradios. Oui. Et progressivement, les choses se sont améliorées. Donc, il y a une vraie montée en puissance des infrastructures. Et on le voit assez nettement dans certaines villes. Paris est un exemple. Bordeaux, Grenoble, Lyon sont des exemples où, en l'espace de quelques années, les choses ont considérablement évolué. Donc il faut que le capital aujourd'hui de la boîte, donc toi tu es actionnaire, bravo Olivier. Il y a des fonds, il y a une cotation en bourse qui est prochaine, tu vas être blindé de pognon ou pas? Écoute, les 2 actionnaires principaux sont un fonds d'investissement qui lui effectivement a vocation à pas forcément rester, mais on a aussi Greg et Manu qui ont une proportion importante encore du capital, et c'est un élément fondamental parce que je pense que notre ancrage dans les Vosges, l'humilité qu'on a et le sens de la start-up, il faut qu'elle reste, et donc je pense qu'on ne rentrera pas en bourse, qu'on essaiera de garder un bon équilibre et d'avoir une vision long terme. C'est des métiers aussi où l'investissement est long. Typiquement, tu vas rentrer en bourse, le vélo a explosé pendant le Covid et à la sortie du Covid. On a eu des croissances de dingue. Grosso modo, on a vendu plus tôt des vélos qu'on aurait vendus plus tard. Et donc aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans où ces vélos qu'on avait vendus avant, on ne les a pas vendus après. Donc le chiffre d'affaires a baissé. On aurait été en bourse, ça aurait été l'enfer. L'enfer. Donc le fait d'avoir quand même des actionnaires qui ont au moins une visibilité à 5 ans, voire 10 ans, c'est quand même, dans des métiers industriels, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Appréciable. Tu es également président des anciens, des alumni de l'ESSEC. Le réseau, donc on a vu, de mémoire, Isabelle avait dû dire autour de 40 000 peut-être anciens, 35 000 anciens. Vous êtes combien à l'ESSEC? Nous, on est 65 000. 65 000, oui. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou pas. Parce que les morts, on s'en fout un peu quand même. Je compte tout le monde, comme en Corse. On a 60 000, 65 000. Et c'est un vrai bon réseau, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on peut s'appeler. Le fait d'avoir été sur les mêmes bancs de l'école, ça donne envie de travailler ensemble? Alors, si je devais résumer, il y a un peu quatre missions. Les gens ont envie de se connecter. Ils ont envie de se connecter en dehors d'un cadre purement de concurrence. Ils ont envie d'échanger. Ça, c'est la première vocation historique. Il y a une vocation aussi d'entraide qui était importante parce que l'association, en fait, l'école a été fondée, l'ESSEC a été fondée en 1907 et l'association a vraiment été structurée en 1918. D'accord. Et souvent, je le cite parce qu'en 1918, l'entraide entre les diplômés et les étudiants, c'était pas un petit mot. Ouais. Il y avait vraiment une entraide parce qu'il y avait des gens qui étaient handicapés, qui étaient dans des galères. Il fallait vraiment les aider, quoi. Il fallait vraiment les aider. Donc l'entraide est au cœur. Et aujourd'hui, l'entraide, elle va beaucoup plus loin. C'est que tout le monde a envie, et ça s'est accéléré avec le Covid. Ce que vous avez appris il y a 20 ans, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que vous utilisez parce que le monde va tellement vite qu'il faut apprendre toute sa vie. Et donc de pouvoir se reconnecter avec l'école, avec les chercheurs, ce que Isabelle tu évoquais, avec les nouveaux savoirs, c'est un truc qui est essentiel pour s'épanouir dans sa carrière. Et ça, c'est une des vocations de l'association. Et puis le dernier élément, c'est que l'association, c'est aussi un peu la vitrine de la qualité de l'école. Parce que vous avez des super étudiants, des super profs, et ça fait des super diplômés, et on vous dit, mais tu peux me donner un exemple ? Et c'est vrai que quand vous dites que Tony Estanguet, il était sec, que ça pose. Quand vous dites que Amélie Oudéa, la ministre, elle était sec, que le préfet Michel Cadot, qui était au JO, était sec, quand vous allez à New York, quand vous allez aux 4 coins du monde et que vous dites, voilà, la moitié du COJO de ça Paris 2024 était sec, ça parle et c'est la preuve. En fait, vous êtes la preuve de la promesse que vous voulez
donner. En plus, vous avez un super directeur général, Lisa est formidable pour l'EM Lyon. Et puis Vincenzo, là, l'italien, il est juste génial aussi. Enfin, il y a vraiment des très bons. Avant de terminer, côté job, le plus beau métier du monde, c'est chef étoilé ou c'est dirigeant d'entreprise, selon toi, Olivier? J'ai hésité entre les deux. C'est deux métiers de passion. Ces deux métiers. Alors, moi, en plus, j'ai quand même été beaucoup sur des activités de sport de nature. On discutait sur le fait de se déconnecter digitalement et de se reconnecter réellement avec la nature, réellement avec les autres. Et je pense que les chefs, c'est un peu la même chose. Ils sont tellement reconnectés. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas? Est-ce que le produit il est bon? Est-ce que le printemps est en avance? Donc, je trouve que c'est des métiers qui font rêver dans le monde entier, qui sont des marques incroyables, mais qui aussi amènent une espèce d'humilité à aller chercher dans les mousses, aller chercher le bon endroit, le bon spot, la bonne vague. Et puis remis en cause tous les jours, à chaque Exactement. service. Et alors pour terminer, côté vin, il paraît que c'est grâce à ton grand-père que tu as découvert les vins du Jura, c'est ce qu'on m'a dit. Alors mon grand-père était négociant en vin à Naï, entre Pau et Lourdes. Donc c'est vrai que j'ai été plutôt des atavismes côté Aquitaine. Mais néanmoins, en allant dans les Vosges, en fait, j'ai redécouvert les vins du Jura. Et je trouve qu'il y a vraiment des merveilles. Il y a d'abord des vignerons très atypiques, parce que je pense qu'il y a 25 ou 30 ans, ceux qui ne pouvaient pas s'installer en Bourgogne, c'était trop cher, ils allaient en face. Parce que grosso modo, le Jura, c'est de l'autre côté de la Bourgogne. Donc il y a, je pense que vous pourriez en parler mieux que moi, mais c'est quand même, c'est pas exactement le même terrain, mais il y a quand même quelque chose. Le réchauffement fait que je pense que certains désavantages du Jura aujourd'hui sont plutôt des avantages. Et il y a des vins qui sont très étonnants. Très très étonnant. Moi j'aime beaucoup Bénédicte et Stéphane Tissot. Ils font des vins incroyables avec des sols incroyables et à chaque fois honnêtement c'est des surprises. Donc si vous voulez être surpris, allez sur les vins du Jura. Et avec du poulet au mori, du comté, on va se faire plaisir quoi. Bon, Olivier devait être super brillant. Il a été, on l'applaudit chaleureusement. Bravo, Moustache Bikes. Faut en acheter plein demain matin.